Bonjour esprit curieux et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans l'œuvre d'un homme qui a redéfini ce que signifie être humain. Un penseur qui nous a dit que nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison. Nous parlons de l'architecte de l'inconscient, Sigmund Freud. Êtes-vous prêt à déchiffrer la carte de notre propre esprit? L'idée de Freud est si radicale qu'aujourd'hui encore, plus d'un siècle après, elle nous dérange toujours. Cette notion que sous la surface de notre vie consciente, de nos décisions rationnelles et de notre identité, repose un océan sombre, un inconscient rempli de désirs, de traumatismes et de pulsions que nous ne maîtrisons pas. C'est ça la révolution freudienne. Dans cet essai audiovisuel, nous allons construire cette carte. Nous ne verrons pas seulement ce que Freud a dit, mais pourquoi il l'a dit. Nous retracerons l'origine de la psychanalyse, depuis les mystérieux cas d'hystérie à Vienne jusqu'à la construction de son modèle final de l'esprit, le célèbre ça, moi et sur moi. Et à la fin, nous nous demanderons, que reste-t-il de Freud aujourd'hui? Avant de commencer, une brève remarque. Pour donner vie à cette narration, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une manière d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour que vous puissiez laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère sincèrement que vous apprécierez. Pour comprendre Freud, nous devons voyager dans la Vienne de la fin du 19e siècle. La fin de siècle. C'était un monde de contrastes extrêmes, une façade de respectabilité bourgeoise, de progrès scientifique et de valses élégantes. Mais en dessous, c'était une société réprimée, pleine de tensions sexuelles, artistiques et philosophiques sur le point d'exploser. Dans ce creuset culturel, Sigmund Freud était au début un médecin assez conventionnel, un neurologue brillant et ambitieux, formé à la science matérialiste de son époque. Il ne cherchait pas à révolutionner la psychologie, il cherchait à soigner des patients. Et ces patients présentaient un symptôme qui déconcertait la médecine, l'hystérie. L'hystérie était un diagnostic courant, presque exclusivement féminin. Des patientes qui souffraient de paralysie, de cécité, de toux nerveuse ou d'incapacité à parler, mais qui n'avaient aucune cause organique, aucun dommage physique observable dans leurs nerfs ou leur cerveau. La médecine de l'époque était perdue. Certains, comme le célèbre neurologue Jean-Martin Charcot, utilisaient l'hypnose pour les étudier. Freud voyagea à Paris pour étudier avec Charcot et fut fasciné. Il vit comment, sous hypnose, Charcot pouvait induire et éliminer des symptômes hystériques. Cela prouvait quelque chose de clé. Les symptômes avaient une cause psychique, non physique. L'idée qu'une idée puisse rendre le corps malade était révolutionnaire. Freud rentra à Vienne avec cette graine en tête. C'est ici qu'entre en scène une figure clé, le docteur Joseph Breuer, ami et mentor de Freud. Breuer traitait un cas qui allait changer l'histoire, celui d'Anna O, une jeune femme brillante qui souffrait d'une paralysie et d'une toux nerveuse sévère alors qu'elle s'occupait de son père malade. Breuer découvrit quelque chose par hasard, quelque chose qu'elle appela la cure par la parole. Sous un état d'auto-hypnose, Anna O commença à raconter à Breuer les histoires derrière chacun de ses symptômes. Elle parlait d'événements traumatisants ou perturbants qu'elle avait vécus. Et ils remarquèrent quelque chose d'étonnant. Après qu'elle ait réussi à articuler l'histoire complète de l'origine d'un symptôme, celui-ci disparaissait. C'était comme si l'émotion piégée se libérait. Breuer et Freud publièrent Études sur l'hystérie en 1895 proposant la méthode cathartique. La catharsis est cette purge d'émotions. La théorie était que l'hystérie était causée par des souvenirs traumatiques dont l'émotion n'avait pas été exprimée. Cette émotion étranglée était déviée et se convertissait en un symptôme physique. Parler était la cure. Mais Freud remarqua bientôt un problème. L'hypnose ne fonctionnait pas avec tout le monde. Et, ce qui est plus important, pourquoi ces souvenirs étaient-ils inaccessibles en premier lieu? Breuer croyait qu'ils se formaient dans un état mental altéré. Freud proposa une idée plus radicale et conflictuelle, le refoulement. Il dit que ce n'était pas un oubli passif, c'était un acte actif de l'esprit. Freud suggéra que ces souvenirs étaient traumatisants parce qu'ils étaient inacceptables pour la morale consciente de la patiente, souvent de nature sexuelle ou agressive. L'esprit les refoulait, les poussait activement hors de la conscience pour se protéger. Cette idée, surtout le lien avec la sexualité, fut de trop pour Breuer et leur amitié se brisa. Maintenant seul, Freud abandonna l'hypnose et développa sa propre technique, l'association libre. Au lieu d'hypnotiser, il demandait simplement au patient, allongé sur le fameux divan, de dire tout ce qui lui venait à l'esprit, sans censure, peu importe à quel point cela paraissait trivial, absurde ou honteux. Le divan aidait. En ne voyant pas l'analyste, la censure diminuait. Freud écoutait comme un détective. Il prêtait attention aux lapsus linguae ou actes manqués, ces erreurs de langage qui révèlent un désir caché, aux hésitations,
au sujet que le patient évitait. Il comprit que le refoulement restait actif. Une résistance empêchait le matériel refoulé de faire surface. Son travail était de la pointer du doigt et de l'analyser. C'est à travers l'association libre que Freud se convainquit de sa découverte la plus importante. L'esprit humain n'était pas unitaire, il était divisé. Il existait un vaste territoire hors de notre contrôle conscient qui pourtant dictait nos sentiments, nos décisions et nos symptômes. Il avait découvert l'inconscient dynamique. Pour visualiser cela, Freud proposa sa première topique, la première carte de l'esprit. C'est la célèbre métaphore de l'iceberg. Ce que nous voyons au-dessus de l'eau est le conscient. C'est notre perception actuelle, nos pensées à cet instant précis. Ce n'est que la pointe, une très petite partie de la totalité de l'esprit. Juste sous la ligne de flottaison se trouve le préconscient. C'est le matériel qui n'est pas dans notre conscience actuellement, mais auquel nous pouvons facilement accéder si nous le souhaitons. Pensez à ce que vous avez mangé hier ou au nom de votre premier professeur. Il est là, disponible. C'est la mémoire ordinaire, la salle d'attente de la conscience. Et ensuite, il y a l'immense masse de glace cachée dans les profondeurs obscures, l'inconscient. Ici résident les pulsions, les souvenirs refoulés, les désirs inacceptables. Ce matériel n'est pas accessible volontairement. Il est censuré. Et pourtant, depuis les profondeurs, cette masse gigantesque dirige le mouvement de tout l'iceberg. Mais si l'inconscient est refoulé et censuré, comment pouvons-nous savoir ce qui s'y trouve? Freud a trouvé une porte dérobée, une qui s'ouvre chaque nuit. En l'an 1900, il publia ce qu'il considérait comme son œuvre majeure, l'interprétation des rêves. Sa thèse était audacieuse. Le rêve est la via regia, la voie royale vers l'inconscient. Pour Freud, les rêves n'étaient pas un bruit neuronal aléatoire. Ils avaient un but. Ils étaient l'accomplissement d'un désir. Il affirmait que pendant le sommeil, la censure qui protège notre conscience se relâche partiellement. Cela permet aux désirs refoulés de l'inconscient, souvent des désirs infantiles ou inacceptables, de se frayer un chemin. Mais la censure ne disparaît pas complètement. Si le désir se présentait tel quel, il serait si perturbant qu'il nous réveillerait. Le rêve doit donc déguiser le désir. Ce que nous nous rappelons le matin, l'histoire étrange et parfois absurde du rêve, est ce que Freud a appelé le contenu manifeste. Le véritable sens, le désir inconscient refoulé qui a généré le rêve, est le contenu latent. Le travail de la psychanalyse est d'inverser ce processus, d'interpréter le rêve pour passer du déguisement manifeste au désir latent. Et comment se produit ce déguisement? À travers ce que Freud a appelé le travail du rêve. Le travail du rêve utilise plusieurs outils. La condensation, par exemple. Dans le rêve, une seule figure peut représenter plusieurs personnes à la fois, comme votre mère, votre patronne et votre partenaire, tout en un. Ou le déplacement, où l'émotion intense envers un objet, comme la haine de votre père, est déplacée vers un objet apparemment neutre, comme un animal inconnu. Cette analyse des rêves associée à l'association libre est devenue l'outil fondamental de Freud pour cartographier l'inconscient. Mais alors qu'il développait sa théorie, il se heurta au sujet qui le rendrait tristement célèbre et qui deviendrait central dans son œuvre, la sexualité, et plus spécifiquement à la sexualité infantile. Ce fut et reste le plus controversé. Freud ne parlait pas de sexualité génitale adulte. Il redéfinit la sexualité comme plaisir. Il proposa une libido, une énergie psychique fondamentale orientée vers le plaisir, présente dès la naissance. Cette énergie, dit-il, change simplement de foyer à mesure que l'enfant mûrit. Il développa sa théorie du développement psychosexuel. Il affirma que la libido se focalise sur différentes zones érogènes par étapes. D'abord, la phase orale, le plaisir de sucer. Ensuite, la phase anale, le plaisir et le conflit du contrôle des sphincters. Et enfin, la phase phallique, la découverte des organes génitaux. Pour Freud, si un enfant éprouvait trop de frustration ou trop de gratification à l'une de ces étapes, il pouvait développer une fixation. Cela signifiait qu'à l'âge adulte, une partie de sa libido resterait bloquée à ce stade et sa personnalité reflèterait ses conflits, comme une personnalité orale dépendante ou une anale obsessionnelle et dominatrice. C'est pendant la phase phallique, aux alentours de 3 à 6 ans, que Freud situe son concept le plus célèbre et polémique, le complexe d'Œdipe. Se basant sur la tragédie grecque de Sophocle, où Œdipe tue son père et épouse sa mère sans le savoir, Freud a proposé que c'est un drame universel. Dans sa version la plus simple, l'enfant, garçon, développe un désir sexuel pour la mère et voit le père comme un rival pour son affection. Cela crée une immense anxiété, le complexe de castration, la peur que le père, étant plus puissant, ne le punisse. C'est un cocktail d'amour, de haine, de désir et de peur, le tout se déroulant dans l'inconscient infantile. Selon Freud, la résolution saine de ce complexe est que l'enfant renonce finalement à son désir pour la mère et, au lieu de rivaliser avec le père, passe à s'identifier à lui. Je veux être comme papa.
C'est par cette identification que l'enfant intériorise l'autorité et la morale du père. Ce processus, selon Freud, est fondamental. C'est la scène où se forme notre identité de genre, notre orientation sexuelle et, le plus important, notre conscience morale. Freud a proposé un complexe parallèle pour les filles, celui d'Electre, bien qu'il ait été beaucoup plus problématique et soit l'un des points les plus critiqués de son œuvre. Le modèle de l'iceberg, conscient, préconscient, inconscient, a servi Freud pendant des décennies. Mais après la Première Guerre mondiale et après avoir observé la compulsion de répétition chez les soldats, revivant le trauma dans des cauchemars, il sentit que sa carte était incomplète. Il manquait quelque chose. Il manquait l'agression. En 1920, il publia Au-delà du principe de plaisir. Il y proposa 2 pulsions fondamentales. Eros, la pulsion de vie qui inclut la libido et cherche à créer, unir, construire. Et Thanatos, la pulsion de mort, une tendance à la destruction, à l'agression et au retour à un état inorganique, au calme de la non-existence. Cette nouvelle théorie des pulsions nécessitait une nouvelle carte de l'esprit. En 1923, Freud présente sa seconde topique, le modèle structurel. Celui-ci ne remplace pas le premier, mais le complète. C'est le fameux trio que nous avons tous entendu nommer, bien que souvent mal interprété, le ça, le moi et le surmoi. Commençons par le fond, le ça, ou id en latin. Le ça est la partie la plus primitive de notre esprit. C'est la pure pulsion, le creuset d'Eros et Thanatos. Il est presque entièrement inconscient. Il ne connaît ni la logique, ni la morale, ni le temps. Il n'obéit qu'à une seule loi, le principe de plaisir. Il veut une gratification immédiate maintenant. Freud le décrivit comme un chaos. C'est l'énergie psychique brute. Le bébé à la naissance est pur ça. Il a faim et pleure jusqu'à ce qu'on le nourrisse. Il ne peut pas attendre. C'est la source de tous nos désirs, mais le ça seul ne peut survivre, car il se heurte constamment à la réalité. Pour faire face au monde extérieur, une partie du ça se modifie et devient le moi ou ego. Si le ça est le cheval sauvage, le moi est le cavalier. Le moi est l'instance qui est régie par le principe de réalité. Son travail est de médiatiser. C'est l'exécutif de la personnalité, celui qui prend les décisions. Le moi tente de satisfaire les désirs du ça, mais d'une manière réaliste, socialement acceptable et à long terme. Le moi est celui qui dit « attends », planifie, pense aux conséquences. Le moi est en grande partie conscient, mais il a aussi des portions préconscientes et inconscientes. Ce n'est pas l'âme, c'est un gestionnaire. Mais le moi n'a pas seulement à gérer le ça, le cheval, et la réalité, le chemin. Il a un troisième maître, un critique sévère sur son épaule. C'est le surmoi ou super-ego. C'est la dernière instance à se développer, se formant à partir de la résolution du complexe d'Œdipe. Le surmoi est l'intériorisation des normes morales, des interdictions et des idéaux des parents et de la société. C'est notre conscience morale. Il se divise en 2 parties. La conscience morale, qui nous punit par la culpabilité lorsque nous faisons quelque chose de mal, et l'idéal du moi, qui nous dit comment nous devrions être. Alors, imaginez le pauvre moi. Freud a dit que le moi sert 3 maîtres sévères. Il tente de satisfaire le ça, donne-moi du plaisir tout de suite. Le surmoi, non, c'est mal, tu dois être parfait. Et la réalité, tu ne peux pas faire ça, c'est dangereux ou impossible. C'est une bataille constante, et quand cette bataille échappe à tout contrôle, nous ressentons de l'anxiété. L'anxiété, pour Freud, est un signal de danger. C'est le cri du moi signalant qu'il est sur le point d'être submergé. Il y a l'anxiété réaliste, peur du monde, l'anxiété névrotique, peur que le ça ne se déchaîne, et l'anxiété morale, peur de la culpabilité du surmoi. Et comment le moi se défend-il de cette anxiété? C'est ici qu'entre l'un des concepts freudiens les plus utiles et durables, les mécanismes de défense. Ce sont des stratégies inconscientes que le moi utilise pour se protéger de l'anxiété en déformant la réalité. Ce sont comme les fusibles de notre esprit. Ils empêchent le système de s'effondrer. Le mécanisme de défense fondamental, celui que nous connaissions déjà, est le refoulement. Simplement, pousser la pensée ou le désir menaçant dans l'inconscient. L'oublier, mais il y en a beaucoup d'autres. Le déni, par exemple, est le refus d'accepter une réalité évidente. Non, ça n'arrive pas. Il y a la projection. Au lieu d'admettre un sentiment personnel inacceptable, je déteste mon chef, le moi le projette sur un autre, mon chef me déteste. Nous voyons chez les autres ce que nous ne supportons pas en nous-mêmes. C'est un mécanisme incroyablement commun dans les conflits sociaux et politiques. Nous avons le déplacement. Vous ressentez une immense colère envers votre chef, une figure d'autorité, mais vous ne pouvez pas l'exprimer. Vous rentrez chez vous et vous criez sur votre partenaire ou vous donnez un coup de pied au chien. L'émotion est la même, mais elle est déplacée vers une cible moins menaçante. Une stratégie très peu efficace. La rationalisation et la défense intellectuelle.
C'est chercher une explication logique et acceptable pour un comportement qui était en réalité poussé par le ça. J'ai raté l'examen parce que le professeur a une dent contre moi, au lieu de « je n'ai pas étudié ». C'est l'art de l'auto-justification. La formation réactionnelle est très curieuse. C'est se comporter exactement à l'opposé du désir refoulé. Quelqu'un avec des impulsions homosexuelles refoulées peut devenir un militant homophobe. Quelqu'un avec des pulsions agressives peut devenir excessivement aimable et servile. C'est un déguisement très rigide. Et finalement, il y a le mécanisme considéré comme le plus mature et le plus réussi, la sublimation. Ici, le moi ne bloque ni ne dévie la pulsion du ça, mais la transforme. Il canalise cette énergie sexuelle ou agressive brute vers des fins socialement valorisées et créatives, comme l'art, la science, le sport ou le travail intellectuel. Pour Freud, la civilisation elle-même est le produit de la sublimation. Toute l'énergie qui anime nos grandes œuvres d'art, nos cathédrales et nos découvertes scientifiques est au fond une libido détournée de sa fin purement sexuelle. C'est transformer le plomb de la pulsion en l'or de la culture. Avec ce modèle complet, ça, moi, sur moi et les mécanismes de défense, Freud a sa théorie finale. La névrose, la maladie mentale, n'est rien d'autre que le résultat d'un conflit psychique mal géré. C'est un moi faible, submergé par un ça trop exigeant, un surmoi trop punitif ou des défenses trop rigides. Et cela nous ramène à la thérapie. Quel est l'objectif de la psychanalyse? Si l'hystérie était de souffrir de réminiscences, comme l'a dit Freud, la cure était de se souvenir. Mais maintenant, c'est plus complexe. L'objectif est de renforcer le moi. C'est de rendre conscient l'inconscient. Le travail de l'analyste, en écoutant l'association libre, est d'identifier les schémas. Il voit comment les conflits infantiles, comme l'Oedipe, se répètent dans la vie adulte du patient. Il observe les mécanismes de défense qu'il utilise. Et au bon moment, il offre une interprétation. L'interprétation relie un symptôme actuel, mon anxiété au travail, à une défense, je blâme toujours mes chefs, et à une origine inconsciente, mon conflit non résolu avec mon père. C'est un travail lent, d'élaboration, où le patient doit voir et accepter ses connexions encore et encore. L'outil le plus puissant pour cela est le transfert. Freud a remarqué que, inévitablement, le patient commence à ressentir et à réagir envers l'analyste de la même manière qu'il réagissait avec les figures clés de son enfance, comme ses parents. Il projette sur l'analyste tout son drame infantile. L'analyste devient l'objet de l'amour, de la haine, de la rivalité ou de la dépendance du patient. C'est de l'or pur, car maintenant le conflit n'est pas un souvenir vague, il est vivant en consultation. L'analyste ne réagit pas, mais analyse le transfert, montrant au patient le schéma en temps réel. En analysant le transfert, le patient peut enfin comprendre son schéma, le vivre d'une manière différente et le résoudre. L'objectif final de Freud était profondément humaniste et s'inspirer des Lumières. Sa fameuse phrase résume tout. Là où était le ça, le moi doit advenir. Là où l'impulsion aveugle régnait, la raison et la conscience de soi doivent régner. Freud ne travailla pas dans le vide. Son mouvement grandit rapidement. Le cercle psychanalytique de Vienne attira quelques-uns des esprits les plus brillants de l'époque. Mais le père de la psychanalyse était une figure dogmatique, et les ruptures et les hérésies ne tardèrent pas à apparaître. Les deux ruptures les plus célèbres furent avec Alfred Adler et Carl Jung. Adler ne pouvait accepter l'accent absolu mis sur la sexualité. Pour lui, la pulsion fondamentale n'était pas la libido, mais la volonté de puissance ou la volonté de domination, qui émanait d'un complexe d'infériorité infantile. Une psychologie beaucoup plus sociale. Carl Jung, que Freud voyait comme son dauphin, connut une rupture encore plus profonde. Jung acceptait l'inconscient, mais il trouvait que celui de Freud était trop personnel et négatif. Jung proposa l'inconscient collectif, un dépôt d'archétypes, l'ombre, l'anima, le sage, partagé par toute l'humanité, exprimé dans les mythes et les religions. Ces ruptures donnèrent naissance aux différentes écoles de psychologie des profondeurs. Mais au-delà de ses disciples, l'œuvre de Freud fit face à des critiques féroces qui perdurent aujourd'hui. La critique la plus célèbre est celle du philosophe des sciences Karl Popper, qui dans les années 50 posa une question dévastatrice. Popper affirma qu'une théorie, pour être scientifique, devait être falsifiable, c'est-à-dire qu'elle devait faire une prédiction qui, si elle n'est pas vérifiée, prouve que la théorie est fausse. Par exemple, la théorie de la gravité prédit que si je lâche cette pomme, elle tombera. Si elle flottait, la théorie serait en difficulté. Le problème avec la psychanalyse, dit Popper, était qu'elle n'est pas falsifiable. Et c'est un système fermé qui peut tout expliquer. Si un homme se jette à l'eau pour sauver un enfant, c'est de la sublimation. S'il pousse un enfant dans l'eau, c'est une pulsion de mort refoulée. S'il ne fait rien, c'est du refoulement. Il n'y a aucun résultat qui puisse contredire la théorie. Pour Popper, cela ne signifie pas que Freud soit inutile, mais qu'il n'est pas une science.
C'est plutôt un mythe moderne, un cadre d'interprétation plus proche de la philosophie ou de la littérature que de la biologie. Cette critique poursuit la psychanalyse jusqu'à ce jour, surtout dans les départements de psychologie universitaire dominés par le behaviorisme et les neurosciences. Une autre vague de critiques, tout aussi puissante, vint du mouvement féministe. Des penseuses comme Simone de Beauvoir ou Kate Millett soulignèrent que la psychanalyse de Freud n'était pas une carte universelle de l'esprit humain, mais une carte de l'esprit bourgeois et viennois de son époque. Et, surtout, elle était profondément androcentrique. Des concepts comme l'envie de l'organe masculin, l'idée que le développement féminin est défini par le manque d'un attribut viril, furent perçus comme une rationalisation du patriarcat. Les féministes argumentèrent que ce que Freud interprétait comme un drame biologique, fondé sur une prétendue infériorité anatomique, était en réalité un drame social. La société réprime les femmes. Freud lui-même, dans ces dernières années, admit sa perplexité. Dans une phrase célèbre, il se demanda « La grande question qui n'a jamais été résolue et à laquelle je n'ai toujours pas pu répondre, malgré mes 30 ans de recherche sur l'âme féminine, est « Que veut une femme ?» Pour ses critiques, la réponse était simple « Ne pas être définie par toi ». Enfin, il y a la critique de l'efficacité. Le psychanalyse fonctionne-t-elle vraiment? C'est un traitement très long, des années, parfois des décennies, et très coûteux. Des théories plus modernes, comme la thérapie cognitivo-comportementale TCC, se sont avérées plus rapides et efficaces pour des symptômes spécifiques comme les phobies ou la dépression légère, en se concentrant sur l'ici et maintenant et non sur le passé. Avec l'essor de la psychiatrie biologique, l'idée que les problèmes mentaux sont des déséquilibres chimiques et le développement de médicaments comme le Prozac dans les années 80 et 90, beaucoup ont considéré Freud comme mort. Il est devenu une relique, un dinosaure intellectuel intéressant, mais dépassé par la science moderne. Freud lui-même fuit Vienne en 1938 lorsque les nazis annexèrent l'Autriche. Ses livres furent brûlés publiquement. L'ironie est terrible. Le mouvement qui cherchait à libérer l'esprit du refoulement fut persécuté par le régime le plus répressif de l'histoire. Il mourut en exil à Londres en 1939, juste au moment où le monde sombrait dans la folie qu'il avait tenté d'expliquer. Alors, avec toutes ces critiques, pourquoi continuons-nous à parler de lui? Quel est l'héritage de Freud? Est-ce juste une pièce de musée? Je ne le pense pas. Je crois que son héritage est si profond qu'il est devenu invisible, nous l'avons complètement absorbé. Freud a changé l'air que nous respirons. Son impact sur la culture du XXe siècle est incalculable. L'art surréaliste de Salvador Dali est une tentative directe de peindre l'inconscient freudien. Le cinéma d'Alfred Hitchcock avec La maison du docteur Edwardes, au film de David Lynch ou Inception, est obsédé par les rêves, les traumas refoulés et les identités cachées. La littérature moderne, avec son courant de conscience, Stream of Consciousness, est une tentative de capturer le flux de l'esprit préconscient. Et surtout, notre langage quotidien est imprégné de Freud. Quand nous parlons d'un acte manqué ou d'un lapsus freudien, quand nous disons que quelqu'un est refoulé, qu'il a une fixation ou qu'il est en train de rationaliser, nous utilisons sa carte. Même la neuroscience moderne, qui au début semblait réfuter Freud, commence à trouver des échos de ses idées. Des chercheurs comme Mark Solms utilisent l'IRMF pour étudier les rêves et ont trouvé qu'en effet, les parties du cerveau associées à la logique et à la censure s'éteignent pendant le sommeil, tandis que celles de l'émotion et du désir s'allument, exactement comme Freud l'avait prédit. L'idée que la majeure partie de notre vie mentale est inconsciente est aujourd'hui un pilier de la psychologie cognitive. Nous savons que nous prenons des décisions quelques secondes avant d'être conscients de les avoir prises. Le moi n'est pas le maître en son château, c'est, comme l'a dit Freud, un porte-parole qui apprend les nouvelles en dernier. Et la cure par la parole reste la base, non seulement de la psychanalyse moderne, mais de presque toutes les formes de psychothérapie. L'idée qu'articuler notre douleur, de construire un récit cohérent de notre souffrance avec un témoin empathique est curative. C'est le cadeau d'Anna O et de Freud. Au final, l'héritage de Freud n'est pas un ensemble de réponses, mais un ensemble de questions plus profondes. Peut-être que la psychanalyse n'est pas une science au sens strict, mais une herméneutique, un art de l'interprétation. Freud ne nous a pas donné la vérité sur qui nous sommes. Il nous a donné quelque chose de plus précieux. Il nous a donné une méthode pour douter de nos propres certitudes. Il nous a appris à lire entre les lignes de notre propre vie. Il nous a obligés à prendre au sérieux nos rêves, nos erreurs, nos blagues et nos symptômes. Il nous a dit que rien n'est accidentel. Il nous a donné un langage pour explorer la vaste, sombre et terrifiante complexité d'être humain. Freud n'est pas un dogme auquel nous devons croire, c'est une conversation que nous devons avoir. Une conversation sur le désir, le pouvoir, la morale et le prix que nous payons pour vivre ensemble en civilisation.
Et c'est une conversation que, plus d'un siècle après, nous commençons à peine à avoir. La carte est là, oserons-nous l'explorer? Merci de tout cœur de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie de Sigmund Freud. Ce fut un voyage dense, mais j'espère qu'il a été éclairant et qu'il vous a donné de nouveaux outils pour réfléchir à votre propre esprit et à la culture qui nous entoure. La pensée profonde demande du temps. Si ce voyage à travers les complexités de la psychanalyse vous a fasciné et que vous souhaitez soutenir ce type de contenu, veuillez envisager de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. C'est la meilleure façon de garantir que nous puissions continuer à avoir ces conversations. Et maintenant, j'aimerais connaître votre avis. Quelle est l'idée de Freud qui vous marque le plus ou celle que vous rejetez le plus? Pensez-vous que sa carte reste utile aujourd'hui ou est-ce une relique du passé? Laissez votre réflexion dans la section des commentaires. J'adore lire comment ces idées résonnent en vous. Ce n'est que le début. Il y a beaucoup d'autres penseurs, beaucoup d'autres idées à déconstruire ensemble. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention. Continuez à questionner, continuez à explorer. Au prochain voyage intellectuel.